Nous rencontrons aujourd'hui Mario Dufresne, notre spécialiste en bande dessinée, qui va nous parler de ses dernières trouvailles. Bonjour Mario, bonjour, ça va bien? Oui, toi aussi? Bon, oui, il n'y a pas de problème. Bon, tu veux nous parler d'abord? Oui, bien, j'ai trouvé quelque chose que je pense qui est de circonstance. Ouais. Ça s'appelle Les femmes en blanc. Oui. Les femmes en blanc, c'est de Cauvin, Bercovici. On en a déjà parlé un petit peu de ces auteurs-là. C'est, disons, pour Cauvin, entre autres, un des auteurs les plus prolifiques, sinon le plus prolifique de la bande dessinée belge. On se doute un peu du genre que ça part rien qu'en voyant la couverture. Les femmes en blanc, oui, comme on voit sur la couverture, ça se passe dans le milieu hospitalier. Oui. Et l'accent est mis principalement sur les infirmières et le stress qu'elles vivent au quotidien. Oui. Ça se passe en Belgique, OK. bien sûr, mais ça pourrait universel. Facilement se passer au Québec. Tout ce qu'on entend ces derniers temps, on le voit là-dedans. Mais c'est toujours traité de façon humoristique. C'est ça qui est intéressant. Ben Cauvin, oui. on peut pas faire autrement avec lui. C'est l'auteur des Tuniques bleues. Puis cet album-là, bon, c'est un de plus de 40. Quand je disais que c'est un auteur vraiment prolifique, juste pour cette série-là, il y a plus de 40 albums. Ensuite, les Tuniques bleues, c'est pareil, il y en a... Mais quand tu dis, quand tu dis 40 albums, est-ce que c'est toujours concernant les hôpitaux? Non. Toujours. Oui. Juste la série. Série, Les femmes en blanc, compte plus de 40 albums. Ah, je pensais que c'était sur différents métiers. Ça, c'est... Non. Pour lui, là, 40 albums, ce serait... un travail d'une semaine, là, j'ai l'impression. Non, j'exagère, évidemment. Mais c'est fou comment il travaille, ça n'a pas de sens. Il va travailler sur... Mais 40 albums sur ce sujet-là. 2, 3 choses en même temps. Et en plus, c'est bien ce que tu me fasses remarquer que 40 albums juste sur un même sujet. Parce qu'à un moment donné, on pourrait croire qu'il va y avoir répétition, que ça va être redondant et voire ennuyeux. Eh bien, non. C'est sûr qu'il y a... Bon, tu sais... Un puriste pourrait dire à quelque part, des fois, il y a une petite baisse de rythme, mais là, en tout cas, moi, personnellement, je veux dire que je ne l'ai pas vu. Je prends plaisir, je les ai lus, c'est la deuxième ou troisième fois. As-tu lu les 40? Je pense que j'ai 3 fois au moins. Ah oui? Oui, tu sais, puis tout le temps, je vais découvrir. Parce qu'en plus, il y a plein de petits détails. Bon, je disais qu'il met l'accent sur les infirmières, bien sûr, mais il y a... les médecins, il y a aussi les anesthésistes. Tous les métiers évidemment, des hôpitaux. Il y a de quoi rire. Non, c'est pas drôle. Mais en même temps, comme lui, il nous le présente, c'est très drôle. T'as la morgue, t'as aussi un petit peu ce qui se passe dans certains foyers. Quand l'infirmière rentre chez eux, une entre autres qui vit chez ses parents, c'est avec un père qui est complètement abruti, qui veut tout faire, qui veut tout réparer, mais qui, évidemment, la seule place où il est capable de cogner avec un marteau, c'est sur ses doigts ou sur sa tête. C'est de même. Et tu suis un petit peu l'univers des personnages, puis il y a un fond pareil qui laisse à montrer que c'est pas facile dans le milieu hospitalier et de moins en moins ça l'est. Et puis ça a été fait avant la COVID. Donc, puis moi, j'en ai profité justement pour le confinement pour relire les 40. Mais j'en reviens pas, 40 albums. Ouais. Là, Et ce qui est aussi ce qui est le fun, parce qu'Auvin, je pense que ça doit être un super de bon gars. Bercovici, beaucoup plus jeune. C'est lui qui dessine. Beaucoup plus jeune. L'autre, c'est les textes. Oui, Cauvin, c'est un scénariste reconnu chez Spirou, Dupuis-Spirou, évidemment. Et à un moment donné, le jeune Bercovici, qui a 13 ans, son idole, c'est Cauvin. Il décide de lui envoyer des dessins. Et Cauvin regarde ça et dit « Wow! » Fait qu'il appelle le jeune et il dit « Ça te tente-tu? Tu rentres à Spirou puis tu vas collaborer avec moi. » Et là, il y a une collaboration ensemble depuis déjà, là, je pense que ça doit faire une trentaine d'années ou une vingtaine d'années plus, là, qui travaillent ensemble. Mais tu sais, c'est ça aussi, Raoul Cauvin. Fait que je recommande la série, c'est vraiment bon, vraiment drôle. Ah bon. Présenter des choses, dans le fond, difficiles sous un aspect drôle. Oui, j'aurais pas été capable de mieux résumer que ça. Wow! Exactement. Bon. Le prochain?
On va toujours dans la bande dessinée. On va continuer en bande dessinée. Je l'installe de même, un petit peu pour que nos téléspectateurs, téléspectatrices les ananas le voient. De la colère. Les ananas, oui, pas les raisins de la colère, les ananas de la colère. Ça, c'est québécois. C'est aux éditions Power et c'est Caton. Caton, c'est une dessinatrice. Son vrai nom, c'est Catherine Lamontagne Drolet. Et c'est vraiment... écoute, je dirais que ça fait partie de ce qu'on appelle les bandes dessinées disjonctées. Ils ont comparé ces scénarios aux films des frères Cohen, entre autres, de Big Lebowski. Tu sais, tout ça pour montrer cet univers-là. Ça se passe à Trois-Rivières, dans le quartier hawaïen de Trois-Rivières. Donc, évidemment, et bon, pour ceux et celles qui n'ont pas visité le quartier hawaïen de Trois-Rivières, je le recommande beaucoup avec un petit verre de pina colada. C'est on ne peut mieux. Et c'est ça, ça se passe évidemment. Ça se passe dans un milieu aussi d'un bar, le Tiki. Où, bon, et c'est aussi, en même temps, c'est un roman policier, ben c'est une histoire policière. La championne du monde de danse de limbo a été assassinée et c'est la voisine, justement, de la barmaid du Tiki, qui, elle, est une spécialiste du fameux pina colada. Et lorsqu'elle rentre chez elle, elle découvre que sa voisine est assassinée, mais, et c'est là tout le suspense, malheureusement, elle est assassinée en même temps que la fameuse épluchette de blé d'Inde annuelle du corps de police de Trois-Rivières, ce qui fait qu'il n'y a plus d'effectifs pour enquêter, et c'est elle qui part pour faire l'enquête là-dedans. Ça vaut vraiment la peine de la suivre. Ça s'appelle Les ananas de la colère, et elle a été aussi finaliste dans différents prix, dont le Grand Prix de la Ville de Québec et de la Ville de Trois-Rivières. Bien sûr. Et le quartier hawaïen, qu'a-t-il dit de cette bande dessinée? Le quartier hawaïen, ils sont encore subjugués et sous l'effet des vapeurs du rhum et du pina colada. Pina colada. Ouais. Autre BD? Le prochain. Ben, en fait, je dis BD. Oui, c'est BD. C'est Gaston. Toujours, je pense qu'à toutes les fois que je vais passer ici, je vais vous ramener un Gaston. Un Gaston Lagaffe. C'est mon idole. Je suis un inconditionnel. Et je vous dirais que... Puis je vais en parler brièvement parce que c'est fait pour les inconditionnels de Gaston. Comme toi. Tu sais, il faut vraiment... bon, c'est Lagaffe et... les réclames. C'est différent, les réclames, bon, ce qu'on appelle, nous, les commerciaux, les publicités, ce qu'on appelait à l'époque, en Belgique, la réclame. Et Gaston, comme Gaston est devenu très, très populaire, le personnage probablement un des plus populaires de la BD avec, je dirais, Tintin, c'est Gaston Lagaffe. Et il a été utilisé dans différentes publicités, notamment les publicités pour vendre les albums de chez Dupuis et le magazine Spirou et tout ça. Ça fait qu'on voit comment Gaston a participé à différentes publicités. Il y a des pubs qu'on n'a jamais eues ici, qui n'ont pas traversé le grand étang, mais les autres, il y en a plusieurs qu'on peut connaître. Comme je dis, c'est pas des histoires de BD vraiment Gaston, mais c'est un autre aspect. Comme on l'a utilisé dans le fond, on s'en est servi pour faire des publicités. C'est ça. C'est un nouvel aspect qu'on découvre du garçon de course de bureau. Celui qui avait créé Gaston Lagaffe, Franquin, il était d'accord avec cette utilisation-là. Oui. André Franquin, de toute façon, était vivant quand ils ont fait les pubs et tout ça. Oui. D'ailleurs, bon, on le sait, la publicité... c'est très lucratif. Fait que c'est ceux qui n'ont pas craché là-dessus. Puis là, ben, ce sont les héritiers de Franquin, notamment sa fille, qui continue à gérer les droits d'auteur et les produits dérivés. Oui, parce qu'il y en a. On pourrait peut-être qualifier ça justement d'un des produits dérivés de. Oui, bien, c'est peut-être en soi une publicité, dans le fond. C'est ça. Puis, mais si vous aimez Gaston, allez le chercher, ça vaut la peine. Mettez-le dans. Vous le lisez, mettez dans la bibliothèque avec les autres. Oui, je pense que pour peut-être l'apprécier un peu, faut déjà avoir lu beaucoup de Gaston Lagaffe. Oui. Faut l'avoir lu, puis faut l'aimer. Faut l'aimer. Oui, parce que si c'est juste comme ça,
Ça vaut pas la peine d'investir là-dedans. On est mieux d'investir dans les albums. Les albums... faire plus davantage connaissance avec Gaston. Ouais. Ça, c'est comme, disons, comme on dit des fois, la cerise sur Sunday. Voilà. Ouais. C'est plaisant de l'avoir dans sa bibliothèque à côté de la série. De la série, justement, ça complète. C'est ça, exactement. Bon, ben merci bien pour ça. C'est ça. Puis, là, on passe à des volumes. Oui, j'ai dérogé un petit peu. Non, c'est intéressant. Mais, bon, ça, je vais y aller quand même rapidement. Il est des hommes qui se perdront toujours. Ça, c'est un livre que ça fait pas tellement longtemps qu'il est sorti. Ça vient tout juste de sortir, mais on se le procure facilement en librairie. Elle s'appelle Rebecca Ligieri, mais son vrai nom, c'est Emmanuelle Bayamak, et là, je le lis, Bayamak-Tam. C'est une auteure, c'est une prof qui enseigne en banlieue parisienne, donc dans les quartiers pas nécessairement toujours les plus faciles. Et l'histoire ici, c'est non plus pas facile. Non plus, Elle vient de Marseille, donc c'est une ville qu'elle connaît bien. Tout son univers se passe à Marseille. Celui-là aussi se passe là. Ça débute avec, le père des enfants qu'on va suivre tout au long du bouquin. Le père est assassiné à coups de pierre en pleine face, la figure complètement détruite. Vous voyez déjà ce qu'est l'univers dans lequel elle nous amène. Par contre, lorsqu'on découvre en flashback qui était ce père-là, j'avoue qu'on n'a pas grand-peine qu'il soit mort de cette façon-là. Et je pense que... J'oserais dire qu'il mérite un petit peu, mais bon. Et bon, la mère aussi qui se shoot à l'héroïne. Et dit comme ça a l'air d'un univers misérabilisme, glauque et tout ça. Et c'est pas vrai. Non. Pas en tout. C'est vivant. Je dirais, c'est une fureur de vivre, pour reprendre le fameux titre. C'est une rage de vivre. Rage aussi de survivre, à côté du quartier, qu'un quartier imaginaire d'ailleurs, mais qui ressemble à des quartiers... Un quartier pauvre. Réel, très pauvre, vit encore plus isolé un autre quartier de gitans qui s'y sont installés. Et là, il y a la rencontre de ces deux mondes-là avec... là, je fais attention pour pas trop dévoiler parce que, bon, c'est pas un roman policier non plus, donc, mais il y a des intrigues tout le temps. Oui. Il y a des rebondissements, qu'on va dire, c'est beaucoup. Et c'est très bien écrit, c'est dur, c'est violent. C'est violent dans tout. Tout. Est avec violence. Moi, j'en ai lu une partie, j'ai pas terminé. Même le père, vis-à-vis de ses enfants, il y a 3 enfants, il y a 2 garçons, puis il y a une fille. Puis celui qui raconte, là, c'est l'aîné. Mais le plus jeune est handicapé, il se fait dire des bêtises, n'importe quoi par son père. C'est épouvantable. Oui. Tu te dis, ça se peut pas, là. Puis malgré tout, comme tu disais, c'est pas triste. Non. Il y a quand même une envie de s'en sortir. Oui, l'espoir est là. L'espoir. Mais en même temps, le danger et l'espoir, les deux guettent. Les deux sont l'épée de Damoclès au-dessus. Et laquelle va tomber en premier sur la tête de ces enfants-là? Le bonheur ou le danger? Puis les enfants ont chacun leur caractère. Ils s'entraident, si on peut dire. Ils sont unis, les enfants. Très. Plus qu'avec leurs parents. Là. Mais eux autres forment un petit groupe qui se tiennent, qui s'aident. Celui qui est handicapé, là, les autres le protègent. Juste, c'est ça, juste une scène, entre autres, où l'enfant handicapé, où il se réfugie constamment dans la toilette, de toute façon, il y a un problème anal, et
quand il défèque, c'est dans ses pantalons, puis tout ça, parce que, bon, il y a un trou artificiel et tout ça. D'ailleurs, son père va déjà lui dire, t'es même pas un trou de cul, t'en as pas. C'est, bon, on parlait des choses violentes que peut dire un père à un enfant. C'est des choses comme ça. Au niveau du langage, beaucoup. Très. Puis lui ne parle pas, l'enfant ne parle pas. Non. Il a peur constamment. Les autres aussi ont peur. Tout le monde a peur, mais on se dit, un jour, je vais me venger. Oui. Que le petit gars, en premier, d'ailleurs, le dit, à un moment donné, j'aurai le courage de défendre mon frère et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on n'y va pas. Non. C'est ça, mais c'est à conseiller. De toute façon, je ne suis pas rendu là. OK! Je ne veux pas le savoir. Il est des hommes qui se perdront toujours. C'est à recommander Rebecca Ligieri. Et en dernier... Le dernier, c'est la biographie. Et non le moindre, évidemment. C'est la biographie de Robert Blondin, signée Luc Gontier. Pour plusieurs, Luc Gontier, c'est un nom qui est familier. Luc, c'est quelqu'un de Thetford qui, bon, vit à Montréal, qui est biographe, mais aussi qui a travaillé beaucoup en radio, en télévision, et qui a aussi plusieurs œuvres littéraires à son actif. Et là, il s'est attaqué à Robert Blondin. Ça s'appelle Robert Blondin pluriel, avec une préface de Michel Garneau. Et Robert Blondin... Bon. Oui, puis je voulais dire que Luc aussi, pour les plus vieux, c'est un des fondateurs de la télévision communautaire, de la TV-CRA, ce qui est quand même pas à négliger. C'est important de le mentionner. Absolument. Et, tu sais, puis même moi, j'ai acheté le volume parce que c'était Luc. Oui. Robert Blondin, ça me disait carrément rien. Moi non plus, le nom me dit rien. Au fil des pages, je me suis aperçu que je le connaissais beaucoup plus que je croyais. Tu connaissais par ce qu'il a fait? Parce qu'il a fait, oui, justement, ou ce que j'ai été, à l'occasion même, témoin physique de certaines des réalisations de Blondin. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir vécu les années 70 pour avoir vu ça, mais pour les plus jeunes, la radio qu'on écoute aujourd'hui, cette radio vivante, cette radio qui sort des sentiers battus, ben c'est Robert, on le doit à Robert Blondin. Il était à Radio-Canada. Bon, en tout cas, Luc nous explique, on suit son parcours au complet, où ce que, bon, Gaspésie, tout ça, avant d'arriver, bon, dans la grande ville, à Radio-Canada. Il a complètement, je dirais, décoincé l'institution qu'était Radio-Canada, où tout le monde devait être à peu près pareil. Lui est arrivé avec des concepts... bon, je donne un exemple. Des émissions en direct du Grand Café. Le Grand Café, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un bar de jazz où Vic Vogel était là à toutes les semaines avec Guy Nadon et tout ça. C'est, à l'époque, un bar enfumé. C'est un bar bruyant. Et en même temps, Blondin avait décidé qu'on ferait des émissions live. Au Grand Café. Au Grand Café. Fait avec on mélange le jazz, on mélange les interviews, et on ne sait jamais ce qui va arriver parce que c'est un bar. Puis c'est en direct. C'est en direct. Puis il y a du monde qui... C'est pas parce que c'est un bar de jazz que l'alcool fait pas effet sur tout le monde. Et bon, puis moi, à un moment donné, je me suis ramassé là, quand j'étais étudiant, puis... J'ai assisté à l'émission, mais je ne savais pas que c'était Robert Blondin, ni rien. Bon, je dois avouer que j'étais plus Chaume FM, donc le gros rock. Fait que Radio-Canada, c'était pas ce que j'écoutais. Mais, tu sais, ça, je trouvais ça intéressant. Fait que j'ai assisté à l'émission. Est-ce que c'était lui qui animait l'émission? Non, lui était réalisateur. Lui était réalisateur, concepteur, tout ça. Il y avait toujours... il travaillait... C'est un gars d'équipe. Tu sais... Blondin, c'est en même temps... Il est conscient de sa personne. Il s'aime beaucoup, ça, on le voit. Il aime son image, mais il a besoin aussi des autres, et ça aussi, il le sait. D'ailleurs, ceux qui écoutent encore, qui écoutent Radio-Canada, connaissent Sophie-André Blondin, c'est sa fille. Ah bon? Oui, ça fait que ça peut aider à le situer. Mais c'est ça, comme je disais, Blondin, ça a toujours été un gars de gang, un gars de groupe, mais en même temps,
le leader, le concepteur, le créateur. OK. Exemple de ça, qui est un peu en dehors de la radio, à l'époque des années 70, il y a eu le phénomène des communes. Oui. Où, bon, tout le monde, en tout cas, tous ceux de cette mouvance-là, de ces groupes-là, voulaient vivre en commune. Bon, Robert Blondin, qui était indépendantiste, fonde aussi une commune avec une gang qui avait un peu les mêmes opinions politiques que les siennes. Sauf qu'au lieu d'aller s'installer en campagne, comme c'était l'accoutumance, lui, il décide de s'installer à Westmount. Un peu original, hein? Westmount, 1970, mesures des années 70, les mesures de guerre, les indépendantistes, une commune. Disons que c'est pas l'endroit idéal. J'imagine, oui. Et disons que ça plaisait pas pantoute. Ça devait pas. Ce qui fait que, là, il y a eu plein d'articles qui ont été écrits. Il était invité un petit peu partout pour parler du phénomène de la commune. Ça n'a pas duré non plus, ça, Luc nous l'explique un peu. Après, il est transféré, il s'est en allé en Estrie, là, il s'est en allé en campagne, mais il a toujours continué à faire de la radio, à être, disons, un pionnier. Puis, ce que moi, j'admire aussi, c'est la façon dont Luc Gontier nous l'amène. Parce que il s'est pas, contrairement à certains biographes, il s'est pas effacé totalement. Luc nous parle en même temps, nous prévient, nous dit, ben, il y a ça, mais je t'en parle pas tout de suite. Puis là, il nous dit pourquoi il nous en parlera pas tout de suite, mais plus loin, tu vas l'avoir. Ou il va dire, ben, tu sais, comme je te disais là-bas, il y avait ça aussi qui s'est rajouté. C'est presque une conversation. Oui, tu as l'impression, des moments donnés, d'être dans un dialogue avec le biographe, mais à fait compte, c'est peut-être pas un dialogue parce que c'est un dialogue à trois. C'est un peu comme si toi, tu étais là, le biographe, puis tu as aussi le personnage qui est là. Okay. Ça fait que chacun interagit. Puis toi aussi, comme lecteur, tu as un peu partie prenante. Je sais pas si on a le temps de... Non, on n'a pas le temps de lire. Ben, écoutez, en tout cas, page 47, Vivre ensemble, déjà quand vous l'achetez, allez tout de suite là, premier paragraphe, c'est génial. Bon, en tout cas, je te remercie, puis devant ton enthousiasme, je pense que plusieurs personnes vont se décider de le lire ou de l'acheter. En tout cas, ça va être un bonheur pour tout le monde. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à la prochaine. À la prochaine. Nous allons parler d'une auteure québécoise, Martine Desjardins, qui a écrit un roman dont le titre est Méduse. D'abord, Martine Desjardins, c'est une auteure qui est née à Mont-Royal et qui a fait des études littéraires. Elle a été longtemps chroniqueuse pour la revue L'Actualité où elle tenait une chronique littéraire et elle a aussi écrit plusieurs romans. Je reviens à Méduse. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une petite fille qu'on appelle Méduse et elle dit qu'on l'appelle de ce nom-là depuis fort longtemps au point où elle a oublié son nom. Et on dit que ses yeux révulsent les femmes et pétrifient les hommes. Elle ne s'est jamais regardée dans un miroir. Son père et sa mère... par rapport à ses deux sœurs, ne l'apprécie pas tellement. Elle marche les cheveux dans les yeux, la tête baissée. On ne veut pas qu'elle regarde personne. Et ce que je trouve, c'est pas tant l'histoire comme le vocabulaire de l'auteur. Ses yeux, qui sont un problème pour elle, si on y croit dans l'histoire, elle a toutes sortes de noms pour les désigner. Elle dit ses infirmités, ses abominations, ses dégoûtanteries. Elle parle toujours de ses yeux, là. Ses misères, ses rébarbativités, ses aridités, ses délinquances, ses fatalités, ses honteludes, ses turpitudes. Il y a des mots qui sont inventés, là, mais quand même, toutes sortes de noms dégradants pour désigner ses yeux. Et son père, à un moment donné, décide qu'il ne la garde plus à la maison. Il va la reconduire à un institut quelconque qui s'appelle Athénéum,
où il y a des gens, des enfants qui ont des problèmes quelconques, des problèmes physiques. Entre autres, elle se lie d'amitié avec une petite fille qui est de petite taille, qui est naine, et les autres ont des problèmes aussi. Puis cet institut-là bénéficie de l'aide de bienfaiteurs. Il y a 13 petites filles et 13 bienfaiteurs. Posez-vous des questions. Ensuite, les pensionnaires qui sont là, aucune n'en ressort vivante, donc aucune ne peut parler de ce qui s'y passe. Et elle tente de s'enfuir à un moment donné, justement avec la petite fille dont je parlais tout à l'heure, avec qui elle s'est liée d'amitié. Ça ne fonctionne pas parce qu'à un moment donné, la petite fille qui embarque sur un petit lac là, pour se sauver, Méduse la regarde et elle se noie. Donc, ses effets sont épouvantables quand elle regarde quelqu'un. Et quand son père, justement, j'ai oublié tout à l'heure, quand son père est allé la reconduire à l'Institut, pour la première fois, elle l'a regardé dans les yeux et il est mort sur place. Elle ne pleure jamais et elle développe ses pouvoirs. Et la petite fille qui s'est noyée, elle avait un bienfaiteur et il est parti. Quand il revient, après un bon bout de temps, quand il revient, ben, il devient le bienfaiteur de Méduse. Puis elle veut s'enfuir, elle finit par sortir et il y a quelqu'un qui lui fait prendre conscience que ses yeux sont beaux, elle n'a pas à se cacher. Donc finalement, c'est comme une histoire pour dire que il n'y a pas de physique rébarbatif, que c'est de la manière dont on se voit. Et c'est vers la fin, là, je vous dévoile un petit peu, elle finit par se regarder dans un miroir. Je vous laisse sur une pensée qui vous dit, et je vous dis, un livre est un ami qui nous parle tout bas.